Alors, bonjour Jessica. Euh, vous l'avez basculé, voilà. Je pense que c'est Là, bon. c'est bon? Oui. Voilà. Alors, je suis ravie de vous rencontrer et de vous interviewer sur ce sujet parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de nos spectateurs ici parce que beaucoup de personnes ont un chien et un chat ou un chat, ou voire les deux. Et donc vous êtes éthologue, c'est-à-dire que vous étudiez le comportement animal et apparemment c'est une passion qui vous est venue assez jeune en fait. Oui, très très jeune. Alors, j'ai eu la chance de vivre dans un parc animalier, un petit parc familial avec beaucoup d'espèces différentes, que ce soit des chiens, des chats évidemment, mais on avait aussi des animaux plus exotiques, des autruches, des biches, etc., des moutons, des cochons. Et donc j'ai grandi dans un univers très animalier en fait. Après, j'ai 3 sœurs, donc cette passion, elle n'est née que chez moi, entre D'accord. guillemets. Je suis une petite fille plutôt solitaire et je crois que j'ai trouvé dans les animaux aussi une manière de presque une source affective aussi et apprendre à les décoder, c'est quelque chose qui m'animait dès le plus jeune âge. Donc D'accord. j'avais cette envie-là d'apprendre à décrypter les animaux, leur intelligence, et je m'étais très vite rendu compte qu'on ne leur rendait pas justice dans la manière qu'on avait de les traiter. Pourtant, j'étais très jeune. Et j'avais cette volonté finalement de prouver à travers la science que quelque part les animaux étaient intelligents. Et à l'époque, on n'en avait pas la certitude. Alors c'est ça qui est intéressant parce que vous avez écrit à quelque temps maintenant dans la tête d'un chat et puis là vous venez de sortir, enfin il n'est pas encore sorti mais vous l'avez en exclusivité sur le salon Le Monde Secret du Chien. Souvent on a tendance à opposer un petit peu les deux espèces, le chat, le chien. Est-ce qu'ils ont vraiment des psychologies très différentes? Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie en tant que chercheuse d'écrire pour le grand public en fait? Alors cette envie, comme je vous disais, je l'ai eue très tôt parce que avant même de savoir que j'allais devenir chercheuse, je savais que je voulais prouver scientifiquement que les animaux avaient une intelligence, des émotions. C'était quelque chose, même enfant, finalement, qu'on constate assez instinctivement. Et quand j'étais chercheuse, j'étais assez frustrée finalement, c'est-à-dire que je délivrais pas mal de matériel scientifique, de découvertes scientifiques, mais j'en faisais profiter à un nombre restreint, un nombre de chercheurs en fait. Et donc j'avais cette envie très vite de démocratiser un peu la connaissance à travers la vulgarisation scientifique. Et j'ai donc décidé d'écrire un premier livre qui s'appelait donc dans la tête d'un chat, qui est celui-ci. C'était mon tout premier livre, mon tout premier essai scientifique qui permettait de rendre accessibles toutes ces découvertes qui avaient été faites, on va dire, les 30 dernières années sur cet animal assez énigmatique, assez fascinant. Et par la suite, j'ai écrit une série d'ouvrages sur les animaux en général et tout récemment, effectivement, le chien. Et pour répondre à votre question, oui, ce sont deux espèces très, très différentes qui ont des psychologies très différentes parce qu'ils ont des histoires évolutives et des histoires avec l'humain qui sont aussi très différentes. Alors justement sur cette histoire évolutive, c'était un peu l'objet de ma deuxième question. Vous parlez dans Le Monde Secret du Chien de l'origine en fait du chien et vous dites, je vous cite, la transformation des loups en chiens a eu lieu à différents moments, en différents endroits de la planète et à plusieurs reprises, elle donna naissance à des chiens préhistoriques à la destinée funeste. Alors c'est marrant parce que moi ça me fait penser un peu à l'évolution des hominidés justement, où quand on était jeune, on a appris cette évolution très linéaire et aujourd'hui on se rend compte que dans l'évolution de l'homme, on a eu quelque chose de très buissonnant avec des espèces qui se sont éteintes et finalement le parallèle avec le chien, il est un peu identique, c'est-à-dire qu'on a eu des loups très différents qui ont donné naissance à des chiens qui certains ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Et donc on a quelque chose un peu similaire en termes d'évolution. Oui, alors j'ai envie de dire que chaque espèce a sa propre évolution, mais en effet, l'idée qu'on a d'une évolution très linéaire avec le loup qui a donné naissance au chien, elle est assez fausse, parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il y a eu des chiens durant la préhistoire qui sont nés de la domestication des loups sauvages et qui n'ont pas donné de descendants, c'est-à-dire que ce sont des lignées qui se sont éteintes. Et donc, effectivement, c'est assez émouvant de se dire que déjà durant la préhistoire, nos ancêtres avaient des chiens, c'est-à-dire des loups transformés en chiens, mais qui n'ont pas perduré jusqu'à aujourd'hui,
A contrario, on sait aussi qu'il y a eu des loups transformés en chiens qui, eux, ont fini par perdurer jusqu'à nous, et ce sont nos chiens domestiques. Et ce qu'on sait aussi, c'est que depuis le Chihuahua jusqu'au Saint-Bernard, eh bien, l'ensemble de nos chiens domestiques sont issus d'un même ancêtre commun qui est le loup gris, donc Canis lupus, et qu'ils partagent tous ce même ancêtre commun. D'accord. Et alors, justement, dans l'histoire de la domestication du chien, on a encore plusieurs hypothèses, et notamment dans votre livre, vous décrivez deux hypothèses qui s'affrontent. Vous parlez soit d'autodomestication du loup, soit d'une domestication pour l'homme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'autodomestication, justement? En fait, ce sont deux hypothèses qui s'affrontent, qui sont défendues chacune ardemment par des chercheurs très différents. Il y a des paléontologues, des archéozoologues, et qui ont chacun des arguments très probants en fait, en faveur de l'une ou l'autre des hypothèses. L'autodomestication, c'est l'hypothèse selon laquelle des groupes de loups se seraient au fur et à mesure des années, ce n'est pas fait du jour au lendemain, rapprochés de nos ancêtres, et que ce rapprochement aurait facilité un certain apprivoisement de ces loups-là, qui se seraient nourris des restes humains. Et en fait, ces loups, à force de se rapprocher des habitations humaines, se seraient autodomestiqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils auraient, au fur et à mesure de leur reproduction, donné naissance à des loups de plus en plus dociles, au point de se transformer tout seuls en chiens, parce qu'à proximité des humains, il fallait avoir moins peur des humains finalement pour s'en approcher et bénéficier des restes alimentaires. Et la deuxième hypothèse qui est défendue par notre groupe de chercheurs, qui est celle d'une domestication, j'allais dire non pas vraiment active, mais là où l'homme aurait joué un rôle actif en tout cas, sans en avoir conscience forcément, c'est celle d'une domestication de l'animal par l'homme. Et en fait, dans cette hypothèse-là, donc les loups se seraient rapprochés des humains dans un premier temps, mais finalement, il y aurait fallu l'adoption au moins d'un louveteau dans un clan de famille humaine pour comprendre que ce louveteau, en grandissant, finalement, allait présenter des bénéfices pour l'être humain, des bénéfices majeurs, puisque le loup, une fois apprivoisé, et on a cette expérience qui a été refaite par un chercheur très renommé en éthologie qui s'appelle Pierre Jouventin, qui a adopté une louve dans sa famille dans les années 70 et qui a montré que ce louveteau, en grandissant, il va présenter des comportements altruistes envers les humains, il va les défendre contre des étrangers, il va les défendre contre des dangers et il va pouvoir coopérer très très rapidement avec l'humain. Et probablement nos ancêtres se sont rendus compte très vite de l'intérêt d'avoir un louveteau qui est devenu un loup adulte pour chasser, pour défendre le groupe, pour prévenir d'un danger, contre finalement peu de rétribution puisqu'ils se nourrissaient des restes, donc des déchets humains, et que probablement, une fois qu'ils ont compris ça, eh bien, ils ont tout simplement adopté d'autres louveteaux. Et ces louveteaux, en grandissant, se sont reproduits entre eux, les louveteaux devenus dociles. Et ce critère de docilité a fait qu'on a fait se reproduire entre eux des individus de plus en plus dociles, et ce qui a donné naissance aux chiens au fur et à mesure. Et alors, bizarrement, ils ont joué un rôle important, justement, avec ces groupes d'hommes préhistoriques, et on ne les trouve quasiment jamais, voire jamais, sur les représentations des grottes ornées, contrairement à la faune que les préhistoriques pouvaient... C'est tout à fait juste. Quand on se balade en Dordogne et qu'on visite les grottes ornées, on se rend compte d'un fait marquant. Il y a beaucoup d'espèces animales différentes. Il n'y a quasiment jamais des loups. Et donc c'est quelque chose, ou des chiens d'ailleurs, et c'est quelque chose qui a beaucoup intrigué les chercheurs en se disant mais finalement les loups ont côtoyé les humains à cette époque-là, les chiens préhistoriques existaient déjà, pourquoi on n'a pas représenté ces animaux-là sur les grottes, pourquoi nos ancêtres ne l'ont pas fait? Et une des hypothèses qui est défendue par des chercheurs, c'est que déjà les loups devenus chiens préhistoriques en tout cas, étaient probablement considérés comme des membres de la famille humaine, et que donc on ne les représentait pas parce que c'était tabou, au même titre qu'on ne s'auto-représentait pas. On voit rarement dans ces grottes ornées des représentations d'êtres humains, et donc on ne représentait pas ces loups ou ces chiens, tout simplement parce qu'ils étaient déjà considérés presque comme des humains, eux aussi, en tout cas des membres de la famille, et donc c'était une partie de leur tabou aussi. D'accord. Vous
passez un long moment dans votre livre à parler de l'odorat, puisque c'est le sens qui est le plus aiguisé chez le chien. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup intriguée, c'est les expériences qui ont eu lieu sur la capacité du chien à détecter des maladies, notamment des cancers. Alors, j'arrive à comprendre que, par exemple, quand il y a un marqueur olfactif dans des urines, par exemple, qu'on puisse dresser le chien à le reconnaître et à pouvoir du coup détecter ça chez un malade, mais vous décrivez aussi des comportements où des chiens se sont mis à un moment à changer de comportement envers leur maître et à venir se coucher sur des parties du corps et des personnes comme ça ont eu la puce à l'oreille, ont fait des examens et sans que le chien soit entraîné, il a eu un comportement qui a permis de détecter des maladies. Comment est-ce que ça, on peut l'expliquer en fait? Alors, en fait, effectivement, on a beaucoup de témoignages à travers le monde de chiens, voire même de chats, hein, dans certaines occasions, qui ont changé de comportement envers leur maître à un moment précis, notamment en posant leur tête sur la poitrine de la maîtresse ou sur une partie du corps. Alors on explique ça très simplement on sait aujourd'hui, les chercheurs savent que notamment en cas de cancer, les odeurs corporelles vont différer, elles vont être modifiées, et que ce soit au niveau de l'urine, mais aussi également de la sueur, au niveau de toutes les sécrétions corporelles qu'un être humain peut sécréter. Et donc cette infime modification d'odeur va être perçue par l'animal de compagnie, qui a un odorat extrêmement plus développé que le nôtre. Et l'animal va tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau et qui ne va pas. Et ça peut être une source de stress pour lui. Et c'est à ce moment-là que l'animal va alerter son maître en changeant de comportement, en posant sa tête à un endroit ou en se montrant finalement assez angoissé. Et c'est comme ça que beaucoup de propriétaires parfois racontent avoir eu la vie sauvée parce qu'ils ont pu diagnostiquer à un stade très précoce un cancer ou tout autre type de maladie qui provoque ces variations infimes d'odeur. D'accord. Et vous parlez, vous parlez de plein de toutes ces notions des 5 sens, etc. Et ensuite, vous parlez des émotions que le chien peut ressentir. Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau dans l'éthologie. Les premiers éthologues parlaient beaucoup de l'animal-machine. Et puis, bon, l'éthologie est en train de changer. On se rend compte que ces animaux, pas seulement le chien, mais même des animaux sauvages, sont capables de ressentir des émotions. C'est plus facile presque à admettre pour un chien qui est proche de nous que pour d'autres animaux sauvages. Mais alors, du coup, quelles sont les émotions qu'il peut ressentir, ce chien? Parce qu'on arrive, ce que vous expliquez, à les décrypter facilement. Oui, alors on a longtemps pensé les émotions comme l'apanage de l'humain, hein, très longtemps. Aujourd'hui, on sait que la majorité des mammifères ressentent les mêmes émotions que nous. Et il y avait quelques émotions fines, comme l'empathie notamment, qu'on réservait encore à l'homme. Or, je pense que tous les propriétaires de chiens le sentent au plus profond d'eux-mêmes. L'empathie pourrait être ressentie par le chien. Mais aujourd'hui, la science l'a montré, ce n'est pas seulement un ressenti ou une impression. Il y a des expériences qui ont été menées qui montrent que non seulement le chien est capable de ressentir les émotions qu'un humain ressent à un instant T, mais qu'il est capable d'adapter son comportement en fonction de l'émotion ressentie. Par exemple, on a enfermé un maître de chien dans une cage, hein, c'est pas l'animal qui a été enfermé, c'est le maître. Et puis on a dit à ce maître de chien, bah, soit tu vas chanter, on en parlait tout à l'heure, soit tu vas pleurer. Et l'animal, le chien, a la possibilité d'ouvrir cette porte en actionnant un levier. Et on se rend compte que quand le maître est dans une situation positive, bah, le chien, finalement, il va vouloir ouvrir à son maître, mais il ne va pas y mettre beaucoup du sien. En revanche, s'il sent que son maître est en détresse, là, il va tout de suite actionner beaucoup plus le levier et faire en sorte de comprendre le mécanisme pour vite ouvrir et que son maître soit libéré. Donc, il va adapter son comportement en fonction de la situation, et en particulier dans une situation de détresse ou de tristesse, d'angoisse. On sait que le chien va largement modifier ses comportements pour être présent. Et la particularité du chien par rapport au chat, puisqu'on a beaucoup de données qui indiquent que le chat aussi est capable de ressentir de l'empathie envers son humain, la particularité du chien, c'est qu'il va être capable de ressentir de l'empathie même envers des humains étrangers. Là où le chat va réserver cette empathie envers des humains familiers, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'un chien qui ne va pas connaître un enfant, par exemple, dans cette pièce et qui va le voir, l'observer dans une situation de détresse, va pouvoir lui porter assistance beaucoup plus promptement et surtout beaucoup plus qu'un chat ne le ferait.
D'accord. Alors, il y a une partie aussi qui m'a beaucoup intéressée, c'est que vous expliquez que par rapport au loup, le chien a évolué, enfin, dans son évolution, a intégré des mimiques faciales, ou du moins un développement des muscles faciaux qui lui permettent d'adopter des postures, ou du moins des expressions faciales que le loup ne peut pas adopter, justement pour nous faire comprendre et nous transmettre ses émotions. Et vous expliquez que le regard est très important. Et vous dites que justement, quand on regarde un chien et que le chien nous regarde, et ça a été étudié scientifiquement, le corps, que ce soit le nôtre ou le sien, libère de l'ocytocine de la même manière qu'en tant qu'adulte, on peut en développer quand on regarde ses enfants. Ce qui expliquerait aussi le lien fort que des propriétaires peuvent avoir avec leurs chiens qu'ils considèrent presque comme leurs enfants. Chimiquement, en fait, c'est Chimiquement, vrai. le lien d'attachement est le même. C'est-à-dire que d'un point de vue chimique, l'hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone dite de l'attachement, c'est la même qui est impliquée dans la relation entre un humain et son chien et dans la relation entre une maman et son enfant, par exemple, ou entre un papa et son enfant. Et ça, c'est assez formidable de se dire qu'un simple échange de regards, les regards mutuels entre le propriétaire de son chien et son chien, va engendrer ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive et un relargage d'ocytocine qui va contribuer à maintenir ce lien d'attachement dans le temps. Et donc plus on regarde son chien dans les yeux avec amour, plus lui nous regarde et plus on contribue à fabriquer et à entretenir ce lien d'attachement. Et puis quand on parle des expressions faciales du chien, ce qui est assez formidable quand on compare le chien à son ancêtre le loup, c'est que le chien a développé véritablement des muscles de la face que le loup, que son ancêtre n'avait pas, pour se faire comprendre de l'humain. Et notamment les fameux muscles zygomatiques, vous savez, ces muscles qui nous servent, nous, à sourire. Eh bien, le chien a développé ces muscles-là pour étirer ses babines et sourire à la manière d'un humain. Le chien a aussi développé des muscles qui vont lui permettre de rehausser ses sourcils et d'adopter un regard expressif pour se faire comprendre de l'humain, là aussi. Et donc, on comprend à quel point cet animal s'est transformé au cours du temps pour apprendre à communiquer avec l'humain comme presque aucun animal avant lui n'a appris à le faire. Et on peut parler aussi de la couleur de ses yeux. Alors évidemment, on a les huskies qui vont nous donner tort, mais la majorité des chiens ont des yeux de couleur sombre, ce que n'ont pas leurs ancêtres les loups qui ont des yeux de couleur presque jaune ambre. Pourquoi ? Parce que là aussi, on a des évolutionnistes qui sont intéressés au sujet et qui ont montré qu'en fait, le fait d'avoir les pupilles de couleur sombre, ça va permettre de donner un regard plus attendrissant au chien et donc de susciter immédiatement l'empathie de l'humain. Et donc là encore, on voit cet animal qui initialement était un animal sauvage, le loup, qui s'est transformé au cours du temps pour finalement presque être un miroir de l'humain et apprendre à communiquer avec cet humain et apprendre surtout à susciter son empathie aussi et vice-versa, puisque aujourd'hui on a aussi l'empathie envers nos animaux de compagnie. Et alors le fait de décoder son comportement, ses mimiques faciales, qu'est-ce qu'on peut dire de l'anthropomorphisme ? On nous dit toujours il ne faut pas faire d'anthropomorphisme avec les animaux. Et alors, enfin, qu'est-ce qu'on dit de ça ? Est-ce que cette notion d'anthropomorphisme, elle est en train d'évoluer un petit peu ? Alors oui, moi je suis partisante effectivement d'essayer de ne pas tomber dans l'anthropomorphisme parce que ça peut être, sans le savoir en fait, le fait de prêter des intentions humaines à nos animaux peut être tout à fait contre-productif. On le voit beaucoup avec le chat. On voit beaucoup de gens surinterpréter les comportements de leurs animaux en disant tu as fait une bêtise, tu as mal agi, alors qu'un chat par exemple est en train de griffer sur le canapé, mais c'est dans sa nature d'effectuer ces comportements de griffade. Et pour le chien qui va déchiqueter des tongs ou un jouet d'enfant, là aussi finalement il est dans le jeu, il ne pense pas à mal en le faisant. Et donc le taxer finalement de faire une bêtise, lui il ne comprend pas le sens du mot bêtise. Il comprend par contre au regard de son maître qui va se faire réprimander et en général à ce moment-là le chien va adopter un regard coupable, non pas qu'il se sente coupable, mais parce qu'il sait en voyant son maître le regarder un peu bizarrement que probablement il va y avoir une réprimande. Et donc là il va chercher à attendrir son maître en disant j'ai fait un truc, je sais que potentiellement je vais être puni, donc je vais faire en sorte de diminuer, de susciter l'empathie de mon maître pour pas être trop réprimandé. Donc l'anthropomorphisme, ça nous aide et c'est tout à fait humain à comprendre un petit peu ce que nos animaux peuvent ressentir. Mais attention aussi à ne pas leur prêter des intentions mauvaises, entre guillemets, des intentions là qui seraient purement humaines,
et à agir comme on l'aurait fait avec un humain, parce que le chien reste un chien, le chat reste un chat. Ils ont des besoins qui sont différents des nôtres. Pour autant, les couvrir d'amour, même à profusion, ça ne porte pas de problème majeur à la relation, à partir du moment où, parce qu'on peut le voir par exemple chez le chien, hein, on va avoir des chihuahuas, des petits chiens qu'on va couvrir de vêtements qui vont entraver les mouvements du chien. On va avoir des chiens qui n'ont plus le droit de se promener en marchant, mais qui vont être promenés en poussette. On va avoir des chiens tatoués, véritablement, avec des tatouages d'êtres humains, qui ont le corps complètement tatoué ou qui ont des piercings. Et là, on comprend les dérives de l'anthropomorphisme. Il faut